Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection qui reçoit Monsieur Adapouy. Il est expert en communication humanitaire, occasion pour parler de la flambée actuelle de maladies à Covid-19. Le Sénégal franchit le cap des 1000 cas positifs, 9 décès dénombrés, 4 cas graves annoncés à la date de ce samedi. La surveillance épidémiologique passée au peigne fin par les acteurs concernés. Alors que retenir du niveau d'analyse? Faudrait-il y associer une dimension mathématique pour plus de lisibilité? À ce rythme, le pic tant redouté, tant craint, pourra-t-il être évité? Diversifier beaucoup la communication face à l'évolution fulgurante de la courbe, la place et rôle des cas de transmission communautaire dans la riposte. Notre invité Adapouy, expert en communication humanitaire, nous décortiquera les rouages de l'organisation de la riposte. Monsieur Pouy, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Bonjour, Monsieur Baye Amargueil. Je voudrais tout d'abord vous remercier de cette invitation et en même temps souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans du Sénégal qui sont aujourd'hui impliqués dans le mois de Carême. Je voudrais aussi souhaiter vivement que nos prières soient exaucées pour que enfin on puisse en finir avec le Covid qui constitue aujourd'hui une pandémie. Alors, actualité pour actualité, la fête du travail, la fête célébrée ce 1er mai dans un contexte de Covid-19 marqué par une urgence sanitaire d'envergure. Entre perte d'emploi, baisse de la production, chute de 20% des envois provenant de la diaspora. Alors, quelle signification pouvait revêtir cette célébration du 1er mai? Merci beaucoup. Je pense que cette célébration qui coïncide avec, la phase d'état d'urgence et puis de confinement, coïncide, dans une certaine mesure, un moment très historique. Je veux dire que si vous me permettez, je vais faire un petit détour. C'est la 3e fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous assistons à un 1er mai sans célébration. Le premier c'était en mai 68, le deuxième c'était en 88, c'est le 17 mai que le président Abdou Diouf avait décrété la fin de l'état d'urgence. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le 1er mai. Et enfin, on a aujourd'hui cette fête du 1er mai qui coïncide avec, cette phase d'état d'urgence et de confinement. Je pense que aujourd'hui, nous pouvons prendre acte du fait que c'est toutes les libertés syndicales, y compris les revendications qui sont aujourd'hui confinées. Ça veut dire qu'au nom de la paix sociale qui avait été décrétée après la déclaration du chef de l'État, pour une union nationale autour de la lutte contre le Covid-19, il y a une pause sociale qui est en train de se mettre en jeu. Mais parallèlement, je veux dire, il y a quand même des menaces extrêmement importantes qui pèsent sur les emplois. Aujourd'hui, les syndicalistes s'étaient accordés pour dire qu'ils ne vont pas déposer un cahier de doléances. Donc ce cahier de doléances n'a pas été remis, mais en même temps, ils n'ont pas développé d'approche si vous voulez, novatrice, pour au moins revenir un peu sur les revendications qui se posaient. Et si vous vous rappelez bien, je pense qu'avant même l'avènement du Covid, il y avait une fronde sociale très élevée à travers les syndicats de la santé, mais aussi les syndicats de l'éducation. Donc tous ces secteurs, et sans compter maintenant le front aussi de la société civile, par rapport à la hausse du prix de l'électricité. C'est pour dire qu'il y avait une fronde sociale qui est en train de se mettre en place, mais parallèlement, il y a eu cet avènement de la pandémie qui a stoppé en fait toutes les initiatives allant dans le sens de la mobilisation. Parce que quand on a interdit le rassemblement, ça veut dire qu'aucune manifestation n'était possible. Donc ça, c'est un aspect, je pense, qui est extrêmement important, mais ça renforce encore davantage la vulnérabilité des populations. Je veux dire, du fait que de l'état d'urgence, avec la loi d'habilitation qui a été votée au niveau de l'Assemblée, je pense qu'aujourd'hui, tous les pouvoirs sont détenus par le président de la République et l'administration locale. Vous faites allusion à cette loi d'habilitation? Exactement, exactement. Donc tout ça, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui,
tout le pouvoir est concentré au niveau du chef de l'État. Donc dans ces conditions, vous imaginez un peu comment les populations sont exposées. Je pense heureusement qu'il a mis en place un fonds de riposte pour essayer de voir comment limiter en fait l'impact du Covid sur le plan économique et social. Justement, en parlant de ce fonds de riposte, parce que craignant ce ralentissement de l'économie, eh bien, le président de la République a exhorté le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des mesures prévues en faveur de la protection de l'emploi et des salariés dans le cadre du programme de résilience économique et sociale de riposte au Covid-19. Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations a fini de tenir sa première réunion de mise en niveau. Dites-nous alors comment analysez-vous cette approche à partir de votre expérience dans la coordination humanitaire? Je pense que, disons, l'enjeu en fait de la déclaration du chef de l'État, c'est un peu de voir comment essayer de limiter l'impact du coronavirus sur les populations, sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan politique. Je vais juste rappeler quelque chose, c'est-à-dire au-delà de tous ces aspects que je viens d'indiquer, on parle de programme de résilience économique et sociale. Ce programme en soi révèle l'ambition du chef de l'État de gérer l'impact de la pandémie sur le secteur économique avec une destruction de milliers d'emplois, dont l'essentiel se trouve dans le secteur informel, en dehors des hôtels, du tourisme, de la restauration. Donc je pense que tous ces secteurs-là sont aujourd'hui contraints par cette crise. Mais c'est des secteurs impactés. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas envisager une meilleure réaffectation des ressources? C'est-à-dire, je veux dire, il fallait envisager une réaffectation des ressources. Parce que quand il y a une crise humanitaire de cette ampleur, ce qui se passe, il y a un appel à la communauté internationale. Il faut dire, il y a une crise qui aujourd'hui me dépasse. Donc je souhaitais un appui de la communication, de la communauté internationale. C'est sur cette base que les agences des Nations Unies, les ONG internationales et les bailleurs bilatéraux et multilatéraux s'engagent avec un pactole pour dire qu'il y a un besoin humanitaire qui est important. Donc il faudrait que nous, on puisse appuyer ce gouvernement ou cet État. Donc c'est dans ces conditions qu'ils développent ce qu'ils appellent un appel à l'urgence. Ça veut dire que moi, la situation me dépasse, mais j'en appelle à la communauté internationale pour avoir un appui. Et je pense que c'est un peu ça aussi le sens. Surtout dans un contexte d'urgence sanitaire. D'urgence sanitaire, exactement. Parce que c'est une urgence à la fois sanitaire et humanitaire. Parce que ça a une implication d'un point de vue humanitaire. C'est l'accès à des droits qui sont essentiels, qui sont aujourd'hui remis en cause. Donc, et de ce point de vue, je pense que le fonds de riposte vient dans cet esprit-là pour essayer de prendre en compte en fait tous les besoins. Bon, on parle de 1000 parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations au début. Au début, on a parlé d'un fonds pour la santé. C'était 1 milliard. Après, on dit 64 milliards. Et ensuite, on dit 1000 milliards. Donc, ça veut dire que l'état de préparation, même par rapport à cette urgence-là, pose problème. Ça veut dire que le Sénégal n'était pas, comme beaucoup de pays, n'était pas préparé à faire face à cette urgence. Mais je pense que l'initiative politique en soi est à saluer. Parce que je pense que si on essaie d'analyser, à part le Nigeria, le Sénégal a quand même le fonds le plus important en termes de riposte. Donc, et c'est beaucoup plus compréhensif en matière d'allocation des ressources. Parce que là, donc on se rend compte que, par exemple, pour la santé, les besoins qu'il y a en matière de santé, ça doit dépasser carrément 200 milliards de francs CFA. Donc je parlais on a fait une préconisation pour 69 milliards pour la santé. Alors que les besoins, parce que ce que la situation a révélé, c'est que la situation sanitaire était catastrophique, quoi qu'on puisse dire. Le taux de couverture, si on essaie de voir, on parle de 39 districts. Mais les 39 districts ne faut pas couvrir l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est un problème aussi qu'il faut essayer de prendre en compte. On a parlé également des aspects liés à l'emploi. Heureusement qu'il y a eu des ordonnances donc, qui ont essayé de donner des modalités d'intervention, d'allocation des ressources. C'est-à-dire les ordonnances qui ont été suivies pour le milieu du travail. C'est-à-dire comment s'assurer que les employés, que les syndicats puissent se retrouver qu'il y ait un pacte social autour de ce fonds de riposte. Je pense que sur ça,
on peut dire qu'il y a eu quelques errements, mais fondamentalement, on est arrivé à un consensus donc en tous les acteurs. Oui, en attendant de voir l'effectivité quand même de ces mesures. Absolument, en attendant. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire on a mis en place un fonds de riposte et ensuite on met en place un comité de suivi. Donc il y a un décalage entre la volonté politique et les modalités d'intervention. Donc c'est pour dire que c'est des comment on appelle ça, des écarts qu'on peut comprendre dans une situation d'urgence, mais qu'il fallait impérativement corriger dans le meilleur délai pour permettre aux uns et aux autres. Mais ce que ça pose fondamentalement, Bayomar, c'est qu'aujourd'hui, après les plans d'ajustement structurel que nous avons connus, après tout ce que nous avons connu en termes de sécheresse, donc le pays est en train de faire face à une nouvelle dynamique. Et cette dynamique, il faut que les gens prennent ça très au sérieux. Je veux dire, la question qui se posait, c'est de dire, on disait avec le plan d'ajustement structurel, moins d'État, mieux d'État. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le retour de l'État en force. Parce que si l'État est obligé de régenter, le tout État, c'est ça qui est en train de se jouer. Mais voilà, vous avez soulevé cette problématique. Mais alors, en quoi la pandémie révèle-t-elle notre humanité finalement? Ça, c'est vraiment, je vais essayer de prendre un peu une citation de Edgar Morin, qui nous dit que nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes. Mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers les îlots et les archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Ça veut dire que sans fait, la vie elle-même, elle est chargée d'incertitudes. C'est-à-dire l'arrogance qu'on a eue, l'arrogance technico-économique que nous avons connue, avec la globalisation, et avec la recherche de profit. Tout ça là devait être remis en cause. Donc nous sommes aujourd'hui en face d'un monde qui est un peu désenchanté, où la course effrénée vers le profit, la globalisation à outrance, provoquant des nuisances à l'humanité avec cette arrogance technico-économique qui réchauffe le climat, détruit les forêts, impacte négativement sur l'environnement et notre écosystème et détruit aussi des emplois. C'est ça aussi la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés au bord de la route. Au jour d'aujourd'hui, si vous empêchez au secteur informel de se positionner, c'est-à-dire vraiment sur le plan dynamique économique, donc ça veut dire qu'il est en train d'enlever pratiquement plus de 10% du PIB que vous êtes en train d'enlever sur, disons, en essayant d'empêcher le secteur informel de faire son travail régulièrement. Maintenant, je pense, l'un dans l'autre, ce que cela nous rappelle, cette crise, c'est qu'on a un devoir d'humanité. Devoir d'humanité, c'est revenir, réinventer un autre mode de vie où les gens ne placent pas le profit au cœur de leur démarche. Que la dictature de la croissance ne puisse pas. C'est-à-dire c'est le coup d'arrêt. C'est ça, c'est comme si, comme diraient d'autres, c'est la fin d'une civilisation qui est en train de se jouer au jour d'aujourd'hui. Donc, est-ce que nous allons continuer à vivre comme nous avons vécu jusqu'à présent? Je pense qu'au niveau des familles, il y a un peu un repositionnement au niveau des familles, mais toutes les familles n'ont pas les mêmes opportunités. Je veux dire, quand vous avez une famille de 40 personnes dans une concession et que vous avez une famille de 4 personnes dans un petit foyer, vous voyez que les dynamiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire comment gérer un peu cette situation. On a vu comment ça se passe, je vous dis, dans beaucoup de pays. Les gens ont réinventé d'autres formes de solidarité. Ce qui n'est pas encore le cas ici. C'est-à-dire la seule solidarité qu'on a pu voir, c'était la solidarité avec l'engagement financier des uns et des autres. Mais en termes de solidarité, pour essayer de soutenir un peu la dynamique et la cohésion sociale, je pense qu'à ce niveau, on pêche. Jusqu'ici, on a connu une logique verticale, voulez-vous dire. On reviendra sur le niveau d'analyse. Mais alors, cette pandémie nous a aussi révélé la face cachée, occasionnant une montée des prix. Je parlais de ces masques, je parle de ces gels. Chacun en profite pour augmenter. Ça aussi, c'est une autre face cachée que nous révèle cette pandémie. Absolument. Je pense que sur ça, il faut quand même revenir sur, comme on dit, les dynamiques sociales. Si on essaie d'analyser les dynamiques sociales et les comportements en situation de crise, on se rend compte que la résilience est foncièrement africaine. Je veux dire, derrière toutes les menaces qui tournent autour, il y a un dispositif parallèle qui se met en place pour essayer de pouvoir faire face au choc. Parce que comme on dit, les gens cherchent un peu des moyens pour pouvoir être résilients. Donc, et ça, c'est des formes de résilience qui ont été maintenant. Le problème, c'est quand l'orientation.
parce que c'est des tailleurs qui sont redéployés pour dire, voilà, maintenant c'est une nouvelle opportunité d'affaires. Exactement. Ils se sont adaptés pour dire, on ne va plus avoir de clients, mais au moins, on va avoir des clients sur le masque. Maintenant, dans tout ça, il y a ce qu'on appelle de la surenchère. Parce que les prix, vous voyez, partez en pharmacie, on va vendre 50 masques à pratiquement 25 000 ou 35 000. Vous allez à Carrefour, on vous vend ça à 45 000. Ensuite, vous allez dans le milieu, disons, artisanal, on voit ça à 10 000. Les prix ne sont pas homogènes. Les prix ne sont pas homogènes. Et ce qui est encore beaucoup plus dangereux, c'est que les gens, il faut s'assurer que tout le monde puisse au moins respecter les standards. Quand on dit les standards, ce n'est pas les standards, comme on dit, obstétricaux, ce que les gens font en milieu médical. Mais c'est juste pour empêcher, pour barrer la route au Covid. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Maintenant, si vous voyez aussi, il y a des gens qui sont appuyés sur ça pour faire du faux. Vous avez vu les faux gels qui sont vendus, commercialisés. Mais tout ça, ça renvoie encore une question de l'état de droit. Comment nous pouvons nous assurer que les gens vont être résilients, mais sans contourner aussi la législation? Je pense que ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants, sur lesquels il va falloir peut-être réfléchir. Vous vous rappelez, quand il y a Tabaski, comment les gens s'appuient aussi sur de nouveaux métiers pour vendre des haches, qui vendent des couteaux, comment on appelle ça encore, des nattes de prière. Il y a toute une économie, en fait, de la résilience qui se met en place. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est l'économie de la résilience qui se met en place, mais dans la perspective des communautés, pas dans la perspective des industriels. Parce que les industriels, ce qui les intéresse le plus, c'est de gagner le plus d'argent. Mais aujourd'hui, ça, c'est une approche qui va vraiment dans le sens de comment articuler une économie de la résilience autour des communautés. Et c'est ça l'approche. À tort ou à raison? Je pense qu'on peut dire que c'est à la fois à tort et à raison. Quand je dis à tort, ça veut dire que les communautés, quand vous ne leur donnez pas les moyens de se prendre en charge, ils se créent les moyens de se prendre en charge. C'est-à-dire c'est un peu ça l'ambiguïté. C'est-à-dire, normalement, on doit assister à une période de distribution massive de masques, gratuite. C'est ça qui devait être en fin d'âge. Si véritablement on avait une volonté politique de, disons, protéger au maximum, il faudrait que les gens s'organisent pour au moins rendre ça beaucoup plus accessible. C'est ça, là, comme on dit, tu prends des mesures, mais en même temps, il faut mettre en place des mesures d'accompagnement. Mais les mesures d'accompagnement ne manquent pas. Je parle de subvention qui a été promise, la subvention promise aux clients du Woyofal, de la Sénélec, qui ont appris, ces clients, l'entrée en vigueur de la subvention équivalente à une consommation de 250 kWh. Donc équivalent à 17 000 francs CFA. Je pense que ça c'est une bouffée d'oxygène. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi je disais que en fait le fonds de riposte a un peu son intérêt. C'est-à-dire le problème c'était un peu les modalités d'opération. C'était ça le problème. Mais sur le plan philosocial, je pense que réduire et supporter les dépenses en matière d'électricité, ça c'est un acquis fondamental. Réduire aussi les dépenses en termes d'eau, c'est-à-dire les factures d'eau. Donc tout ça, ça fait partie en fait des politiques de protection sociale. Donc pour essayer d'aider les familles les plus vulnérables à ce qu'elles puissent accéder aux services naturellement sans devoir payer les surcoûts. Je pense que ça, c'est des éléments qui sont extrêmement positifs. Le fait que des équipements également soient dédiés à la santé, ça également, je pense que ça, c'est des mesures mais vous absolument... qui êtes intervenu dans les zones de crise et pandémie, trouvez-vous conforme, à titre comparatif, l'organisation dans la distribution des vivres au Sénégal et dans les autres pays? Moi, le problème que j'ai pu constater depuis, parce qu'il faut partir un peu de la loi d'habilitation, qui donnait le pouvoir au président de la République de fixer, y compris des bases sur lesquelles on peut s'approvisionner. C'est-à-dire ce qu'on appelle procurement en anglais. C'est-à-dire, donc, c'est ça, c'est dans ce cadre. Je pense que cette loi d'habilitation, que c'est dans ces conditions qu'il a été procédé à la distribution des vivres. Maintenant, ce que ça pose comme problème au Sénégal, comme je le disais tantôt, on a l'habitude de réinventer la roue. Il y a un commissariat à la sécurité alimentaire qui a c'est son métier de base, c'est de s'assurer que les familles les plus exposées, les plus vulnérables puissent disposer de vivres. Donc malheureusement, ce commissariat à la sécurité alimentaire
n'a pas été suffisamment impliqué dans ce processus. Le deuxième élément, il y a une commission nationale à la sécurité alimentaire, donc qui est capable de vous développer des cartes de vulnérabilité au niveau de toutes les familles et de tous les ménages. Donc si on s'était appuyé sur ces deux instruments, je pense qu'il n'y aurait pas tout ce brouhaha autour de ce qu'on considérait comme un scandale de la distribution des vivres. Ce qui est important quand on parle de distribution de vivres, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'identification des besoins. Quelles sont les populations qui sont en besoin? Donc, et ça, il y a des organisations qui ont une expertise dans ce domaine. Un problème de ciblage. De ciblage. C'est-à-dire l'identification des besoins. En disant, voilà la catégorie alimentaire, voilà la crise du Covid-19, donc ça va impacter, par exemple, dans telle zone. En essayant même de l'articuler avec un peu la prévalence du Covid-19. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, Touba. Il y a eu beaucoup de cas à Touba. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au moins ces vivres puissent être orientés vers Touba, par exemple, une partie des vivres. Au moins, et cibler les zones où, effectivement, il y a des gens qui ont été impactés par le Covid-19. Donc ça, c'est une approche. C'est l'identification de besoins, faire une cartographie alimentaire pour savoir où se trouvent effectivement les problèmes. Parce que jusqu'ici, il y en a qui travaillent, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Donc comment s'assurer qu'il y ait un filet social? Donc c'est ça l'importance des vivres. Maintenant, après ça, il y a l'identification des bénéficiaires. C'est-à-dire qui peut bénéficier? Bon, on parle du registre d'identification nationale à partir de l'ANST. Oui. Donc, ça a été fait en 2013. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un peu tout ce dispositif pour essayer de mettre en place une forme d'identification biométrique des populations, avant même qu'on ne procède à la distribution? Maintenant, l'autre aspect, je pense, qui est important, c'est la gestion communautaire. C'est-à-dire le problème, aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où, disons, on risque de politiser la réponse. Parce que si l'approche s'appuie sur les mairies, les collectivités locales, on sait que c'est en 2021 qu'on va aller vers des élections. Est-ce que ce n'est pas un budget pour pour alimenter un électorat dans une certaine mesure? Donc c'est des préoccupations qu'on peut avoir. Maintenant, il y a aussi la question de la prise en compte de la dimension de genre. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de ménage. Est-ce que ces femmes-là sont suffisamment prises en compte dans le cadre de cette distribution de vivres? Dans quelle modalité ils le font? Parce qu'il faudrait quand même séparer. Parce qu'en situation de crise alimentaire, c'est comme ça que ça se passe. On dit, voilà les femmes qui sont chefs de ménage, parce qu'on est sûr que quand on donne ça aux femmes chefs de ménage, c'est sûr que ça va aller directement au niveau du ménage. Mais quand on le donne, moi je parle même de l'expérience qu'on avait sur Food for Work à l'époque, c'est-à-dire où les gens avaient ciblé uniquement les femmes, parce qu'ils étaient sûrs qu'il y avait une garantie de distribution des vivres au niveau même de la famille. Alors qu'avec les hommes, ça peut être dévié, ça peut détourner à d'autres fins. Le risque est réel. Donc le risque est réel. Maintenant, l'autre aspect qui est important aussi, c'est la coordination au niveau logistique. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est appuyé sur, si vous voulez, la distribution des vivres. Mais est-ce qu'on a fait une analyse des besoins en termes de vivres? Peut-être que dans certaines zones, les gens, on a généralisé l'approche en disant, c'est les vivres, c'est le riz, c'est l'huile, le sucre et le savon. Peut-être que dans d'autres zones, ils ont beaucoup plus intérêt à avoir du mil, par exemple. Il y a d'autres zones où les gens sont peut-être beaucoup plus portés à manger du fognon. Il y a d'autres zones qui sont beaucoup plus intéressées par le riz. Donc je pense que cette analyse-là devait être faite de manière fine pour qu'on puisse faire un package, un kit alimentaire uniforme. Standardisé. C'est ça un peu le problème qui se pose par rapport à cette discussion de vivre. Mais fondamentalement, si au jour d'aujourd'hui, il y a des mécanismes d'appropriation communautaire, que les communautés sont au centre en fait du dispositif de distribution des vivres, je pense que là, on n'a pas de problème. Mais justement, c'est dans un contexte de Ramadan. Le Ramadan qui est un moyen pour les musulmans d'agir en solidarité en venant en aide aux couches les plus vulnérables. La pandémie ne vient-elle pas casser ce ressort social? Je pense que depuis qu'on a déclaré l'état d'urgence, je pense que les gens sont suffisamment conscients que quelque chose de nouveau était en train de se jouer.
quelque chose de nouveau qui a été en train de se jouer aussi bien au niveau économique, au niveau politique et au niveau social. Je m'explique. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les mécanismes de rassemblement, les mariages, tout le rituel social dont on a l'habitude d'assister, les cérémonies de mariage, les cérémonies de deuil, les cérémonies religieuses durant le mois de Ramadan, tout ça, c'est dans les conditions actuelles, ça a été un peu arrêté. Je pense que l'un dans l'autre, ça ne pas casser le ressort social. Dans la mesure où il y a d'autres mécanismes qui sont toujours là, qui nous permettent aussi de nous remettre à l'endroit. Je vous dis, ça c'est culturellement. Maintenant, tout le monde se dit, peut-être à la fin du Covid, les gens vont se remettre, de plus belle dans la socialisation. Parce que ce que la pandémie a révélé, c'est qu'on demande une cure de socialisation. Quand je dis une cure de socialisation, c'est-à-dire les visites par rapport aux personnes âgées, imaginez, c'est-à-dire on dit que les personnes âgées, c'est les plus vulnérables parce qu'il y a des phénomènes de comorbidité qui se posent. Donc comment isoler, comment s'assurer qu'au moins ces personnes âgées, qui étaient porteurs même des traditions et de la culture, donc puissent être protégées au maximum. Je pense que si les efforts sont fournis à ce niveau, je pense qu'on pourra maintenir un peu la dynamique. Mais quelque part, le ressort social s'est cassé. Maintenant, il faut repenser un peu à partir de notre propre culture, comment recoller les morceaux et remettre la cohésion sociale, en un champ important du point de vue même des dynamiques sociales. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez Objection avec Adapuy expert en coordination humanitaire. On a parlé justement de ce virus qui se propage, mais justement avec la démultiplication des cas, plus de 1000 cas aujourd'hui recensés. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante de la courbe d'évolution au Covid-19? Je pense que, moi, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord apprécier positivement le fait que pour la première fois, je pense que depuis Mandela, qu'on n'a pas connu ce dynamisme socio-culturel au Sénégal. Il n'y a pas eu, je vous dis, dans des phases normales, je pense qu'on n'aurait pas eu assisté à ce genre de situation. L'élan solidaire qu'il y a eu au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, l'élan solidaire qu'il y a eu au niveau même des caractères de culture. Je parlais des musiciens, je parlais des artistes. Donc il y a un élan, il y a un engouement extraordinaire. Ça aussi, c'est à mettre dans l'exception sénégalaise. Exactement. C'est vraiment à mettre dans l'exception sénégalaise. Je pense que ça, c'est des valeurs qui nous fondent et puis qui nous identifient pour ce que nous sommes, en fait, un pays de la teranga. Ça va se retrouver autour de l'essentiel. Et je pense que c'est ça qu'on a pu monter sur ce plan-là. Mais nous sommes dans une phase où la communication pour le changement de comportement et le changement social constitue des éléments essentiels pour éviter de verser dans la politisation de la riposte. Je pense que nous assistons aujourd'hui à une forme de théâtralisation de la riposte et une guerre des rumeurs à qui mieux. En quoi? Personne n'est assez préparé pour faire face à cette crise. Mais quand je parle de théâtralisation, c'est-à-dire c'est la manière dont on gère même la communication. C'est-à-dire la solennité de la communication, le briefing journalier, tellement solennel. Donc tout le monde attend quel est le nombre de cas communautaires. C'est ça que j'appelle théâtralisation. C'est-à-dire le fait qu'on verse dans l'utilisation de vecteurs qui dramatise dans une certaine mesure, mais qui n'aident pas à donner un peu des orientations ou des conduites à tenir. Donc je pense que c'est un peu ça que je veux surtout dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est en fonction des acquis culturels et au niveau d'éducation, c'est en fonction de ça qu'on a essayé de tailler une riposte adéquate. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait nouveau dans cette crise, c'est l'irruption des médias sociaux. Ça, c'est un fait nouveau. C'est-à-dire qu'ils compétissent même avec, la version officielle des informations. Parce que vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire si l'État ou le ministère donne des informations, automatiquement, vous voyez d'autres informations concurrentes qui apparaissent au niveau des médias sociaux. Ça, c'est le phénomène nouveau sur lequel aussi il faut essayer de bâtir. C'est-à-dire comment utiliser les médias sociaux comme des vecteurs de communication positive. Je pense que c'est ça l'approche qu'il faut développer. Ce n'est pas l'approche de la répression,
comme les gens ont voulu le dire, à un moment donné, vous avez vu, quand le ministre de la Santé est monté sur ce grand chevaux, pour dire qu'on va voir celui qui a donné de fausses informations, on va les porter plainte, on va les amener en justice. Donc c'est pour dire que c'est une question de flexibilité, c'est à nous de voir comment utiliser de manière positive ces médias sociaux. Donc la riposte, de mon point de vue, doit s'appuyer sur des évidences, pour avoir des plans cohérents de réponse en s'appuyant sur des données fiables, pour une meilleure planification de la riposte. Il est important à ce stade d'avoir une approche graduelle de la prévention et de la riposte. Parce que c'est une question encore de prise en charge. C'est pourquoi je dis, au début, on était à un cas, le 2 mars, et puis subitement, aujourd'hui, on a 1115 cas. Il y a quelque chose qui a cloché. Je pense qu'il faut quand même souligner qu'on ne peut pas, on ne peut pas considérer ce bon-là comme un bon qui traduit dans une certaine mesure un manque de prise de conscience des populations. Mais parce que M. Pouy, tout semblait indiquer que le Sénégalais de plus en plus observe les gestes barrières. Comment expliquez-vous alors cette progression malgré toutes les stratégies mises en place? C'est pourquoi je disais il y a un premier niveau qui est un niveau politique. Le niveau politique, c'est avec les chefs d'État et la cellule de crise. Ils ont même créé un comité stratégique. Donc c'est là où se prennent toutes les décisions pour dire est-ce qu'il faut confiner, il faut promouvoir les actions positives, et ainsi de suite. Tout se décide, c'est-à-dire sur quelle forme de stratégie il va falloir mettre en place. Donc, et c'est ça qui fait qu'il y a le niveau politique qui est extrêmement important. Et l'état d'urgence, l'état d'urgence et le couvre-feu constituent aussi une décision politique sur laquelle il est possible de bâtir pour réduire la propagation. Donc je pense que c'est un peu le premier niveau, le niveau politique. Le deuxième niveau, c'est un niveau opérationnel, avec la coordination. Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que nous assistons à une verticalisation de la riposte. Je veux dire, avec un ministère de la Santé omniprésent, qui est maître d'œuvre, en utilisant même les mots du ministre de la Santé et de l'Action sociale, avec son cabinet de l'intervention et de stratégie. Donc, alors que vous avez disons, la coordination, qui est une coordination des urgences. Donc, une coordination des opérations d'urgence au niveau même de femmes. C'est un bâtiment qui a coûté plus de 2 milliards, financé par les Américains. Le CRUS. Le CRUS. C'est le centre des opérations d'urgence sanitaire. Ça a été construit par le financement américain. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui est là, mais c'est un dispositif qui va prendre plus en compte la dimension traitement. Parce que vous avez également le QEMO, c'est le centre sur les urgences en matière qui est géré par le professeur Seydi. Donc quand je parle de verticalisation, c'est cette approche qui a été développée. C'est-à-dire tout tourne autour du ministère de la Santé. Alors que c'est une approche multisectorielle qu'il faut essayer d'utiliser. Et je disais tantôt que le Sénégal, on était amnésique au niveau institutionnel. Quand je dis amnésique, c'est-à-dire c'est la deuxième fois qu'on a des pandémies comme ça, à part, disons, la peste qu'il y a eu en 1912 et jusqu'en 1945. Donc après le sida, on peut dire que le Covid-19 est la deuxième pandémie à laquelle nous devons faire face. Il y avait des mécanismes de coordination. Il y avait la cellule de lutte contre le sida, le comité national de lutte contre le sida. Mais ce comité-là a capitalisé une expérience extraordinaire en termes de plaidoyer, en termes d'alliance des religieux. C'est la première fois au Sénégal qu'on a pu assister à une alliance des religieux entre les musulmans et les catholiques. C'est la première fois qu'on a pu avoir des centres de dépistage au niveau même des paroisses. Vous vous imaginez un peu. C'est-à-dire ça, c'est un capital qui est extraordinaire. Et ça a été porté par 4 personnes, essentiellement. C'était le docteur Ibrahim Ndoye, c'était Souleymane Bouf qui a découvert le virus 2, exactement. Vous avez également le professeur Eva Maricol, qui gérait à l'époque les maladies infectieuses à la place de Seydi, Assis, qui est devenu même le secrétaire exécutif de la Croix-Rouge. Il y avait Salisso. Il y avait Salisso aussi qui faisait partie de l'équipe du professeur Eva Maricol. Donc ça, c'est des atouts, c'est des acquis. C'est pourquoi je parle de verticalité.
Maintenant, les gens confondent algèbre et mathématiques. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand on parle d'algèbre, on parle de structure. Quand on parle de mathématiques, on parle en termes d'infini. Donc, on a tellement médicalisé l'approche que finalement, personne ne se retrouve. Et cette approche mathématique ne se ressent pas finalement, à tort ou à raison? Non, le problème qu'il y a, c'est-à-dire on fait une confusion. Parce que pour plus de lisibilité, on a vu quand même dans certains pays, cette dimension mathématique apporte beaucoup plus de lisibilité. C'est ça, c'est-à-dire dans la compréhension de l'évolution de la tout à fait, tout à fait. Oui. C'est-à-dire il y a 4 segments qui sont importants quand on parle d'une pandémie. Le premier segment, c'est les laboratoires. Le deuxième segment, c'est la prise en charge. Le troisième segment, c'est la logistique. Le problème qu'il y a, c'est-à-dire c'est la prise en charge, parce qu'il faut qu'on puisse différencier. Il y a la prise en charge en termes de soins, ok, et il y a la prise en charge aussi en termes de, comment je vais l'appeler même, la prise en charge en termes de prévention des infections. C'est-à-dire ça s'adresse un peu au niveau du personnel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on vous dit combien de personnes, personnel médical, est affecté ou infecté. Ils vous donnent ces chiffres-là. Au Sénégal, on dit qu'il n'y a pas de cas de personnes médicales infectées. Jusqu'au dernier jour, hein, c'est ça qu'ils ont toujours dit. Donc ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Et puis, il y a la recherche clinique. Ça aussi, ça, c'est des aspects liés à la prise en charge. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire, c'est l'aspect sur lequel, si vous voulez, nous, on a mis l'emphase. C'est-à-dire, on a pris des contacts, on les a identifiés, et puis automatiquement, ils sont amenés à l'hôpital. Ou bien, on les garde à l'hôtel, et puis après, on les amène, s'ils sont positifs, on les amène. L'approche a changé. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi je disais, c'est-à-dire, il y a la prise en charge, mais il y a aussi l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une autre démarche. C'est-à-dire, c'est ça qui nous aide à avoir des données fiables. C'est des gens, c'est-à-dire, si tu as de mauvaises données, ça veut dire que tu vas faire un mauvais plan. Mais au jour d'aujourd'hui, l'épidémiologie, je pense, ça doit être au centre même du dispositif de riposte. C'est-à-dire, si on n'a pas des données fiables... Oui, entre l'épidémiologiste et les statisticiens doivent travailler ensemble. Travailler ensemble, oui. C'est ça. C'est-à-dire, parce que là, le rôle de l'épidémiologue, c'est de faire la recherche des cas, de faire la recherche des contacts, de faire également, disons, l'investigation des cas. Et, parce que les tableaux Excel et tout ça, sont les statisticiens qui travaillent. Et la gestion des données. Oui. Donc ça, c'est le troisième pilier sur lequel j'ai parlé de laboratoire, j'ai parlé de prise en charge clinique, j'ai parlé également de l'épidémiologie. Et il y a un autre aspect, c'est la logistique. C'est-à-dire comment s'assurer que tout ce dont on a besoin dans nos plans, qu'on puisse les mettre en place. Je veux dire, si on a besoin de masques, si on a besoin de respirateurs, si on a besoin de matériel biomédical, donc tout ça là doit être porté par la dimension logique. Mais il faut que toutes ces structures-là travaillent ensemble pour avoir une perspective avec beaucoup plus multidisciplinaire, pour que ça ne soit pas trop médicalisé. Quand j'ai parlé de labo, au jour d'aujourd'hui, vous avez 2 labos, c'est ISF et Institut Pasteur. Et on disait la dernière fois, même sur la base des avis même de Dr Koumba Touré, qu'il y avait plus de 40 labos, disons, machines, qui étaient capables de faire le dépistage. Mais pourquoi aujourd'hui on ne va pas décentraliser? On peut mettre en place des unités mobiles de dépistage. Parce que tant qu'on n'a pas démultiplié les possibilités d'analyse... Vous êtes pour le dépistage massif? Je ne suis pas pour le dépistage massif. Parce que le dépistage massif a un coût que le Sénégal ne peut pas supporter. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un dépistage sélectif en fonction des zones. Par exemple, je vous donne juste un cas. On dit à Ouakam, il y a plus de 30 ou 40 cas donc, qui ont pu être identifiés. Donc, dans la zone de Ouakam, là où ces gens-là habitent, pourquoi on ne ferait pas un dépistage? C'est comme à l'instar de ce qui a été fait à Guédiawaye Nimzat. Ils ont automatiquement déclenché un processus, disons, de test et la tutelle a refusé en disant non, c'est pas ça leur stratégie. Ça pose un problème. C'est-à-dire que si on veut avoir véritablement des chiffres tout à fait appropriés sur ce que se joue, parce qu'on fait la confusion entre la prévalence hospitalière et la prévalence communautaire. La pandémie, un mal général pour des solutions locales. Exact. Oui. C'est ça l'idée. C'est-à-dire l'idée, c'est ça. Au lieu de faire venir, moi je dis encore une fois, l'expérience nous a montré que si vous appuyez sur les communautés,
Parce qu'il y a 3 aspects en matière de, disons, d'engagement communautaire. C'est la participation, l'information et puis l'engagement. Donc, c'est ça qui nous permet, nous, de dire véritablement qu'il y a une appropriation. C'est-à-dire, on prend par zone l'approche quartier. Je pense que c'est la meilleure approche qu'on peut développer pour pouvoir contenir ce virus. Quand je dis l'approche quartier, ça veut dire que vous allez dans un quartier comme la Médina, vous identifiez toutes les associations sportives et culturelles, les membres de la Croix-Rouge, parce qu'il y a les jeunes volontaires de la Croix-Rouge. Vous voyez le groupement féminin. Vous les constituez en groupe, comment on appelle ça, c'est le comité de veille, d'alerte communautaire que tu mets en place. C'est ça. On doit aller dans ce sens-là. On s'inquiète sur, disons, ce qu'on appelle les transmissions communautaires, mais comment faire pour essayer d'attaquer frontalement la question de la transmission communautaire? Si on n'engage pas les jeunes qui habitent dans le quartier, qui sont connus par les parents, qui sont connus par tous, donc que ces jeunes puissent être les porteurs et les véhicules de communication. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Donc le service national de l'éducation et de l'information, l'éducation pour la santé, essaie de se démultiplier au niveau région. Mais ça, c'est un aspect administratif. Mais les véritables acteurs, il faut les trouver là où ça se trouve dans le quartier. Mais la crainte, à d'appui invité d'objection, la crainte, c'est d'éviter le pic. Et de plus en plus, vous suivez l'évolution de la courbe qui connaît une dimension ascendante. Et justement, le pic doit être évité. À ce rythme-là, quelles mesures efficaces prendre pour éviter d'arriver au pic? Moi, je pense qu'il y a, disons, des approches universelles qui ont été dégagées un peu partout. On parle de masques. C'est-à-dire s'assurer que le masque soit généralisé. Oui. Je pense que c'est extrêmement important. Le fait qu'on puisse tracer et identifier tous les contacts. Et vous avez vu la mobilité. Un gars qui a été contaminé, par exemple, à Louga, se retrouve à Sédhiou ou à Vélingara. Vous voyez ce que ça fait comme impact. Ça, il se retrouve à plus de 25. La traçabilité. La traçabilité. Donc, question de tracer un peu les contacts. Et ça, c'est le gros défi que nous avons. Parce que souvent, les gens peut-être ne prennent pas trop au sérieux la question des contacts. Mais ça, c'est un élément qui est important. Donc, le deuxième pilier sur lequel il faut s'appuyer. Il faut également avoir la capacité de traiter. C'est ce que le professeur Seydi est en train de faire au niveau de l'hôpital Fann et au niveau de toutes les régions. Bon, c'est dommage. Chamas lui-même, il a constaté qu'il y avait quelques dysfonctionnements au niveau même des unités. Parce que au jour d'aujourd'hui, si on parle de traitement, l'hôpital Fann dispose de 18 lits de réanimation. 18. Imaginez. Aujourd'hui, on parle de 1115. Donc, on peut considérer... Oui, mais l'OMS disait qu'on était à 62% d'occupation de lits. On est à 62% de lits. Oui, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, vous avez les 18... Bon, là, ils ont décidé de monter à l'échelle pour faire parler de nombre de lits beaucoup plus important. Mais toujours est-il que il faut considérer qu'au niveau de l'hôpital Fann, donc, il y a 18 lits de respiration, de réanimation. Donc, en dehors de ça, vous avez après 100 médecins réanimateurs à l'échelle du pays. Ça vous donne une idée. Et de l'autre côté, vous avez après 50 infectiologues sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire si les cas augmentent, ça veut dire que le système va être effacé. Le système ne pourra plus tenir, on va aller directement vers le pic. Pour éviter le pic, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de masques, de tracer les contacts, je vous ai parlé de traiter, mais le quatrième élément qui est important, c'est le dépistage sélectif. C'est-à-dire de faire de manière le test. Graduel. Test graduel. C'est-à-dire essayer de voir dans les zones où on a identifié des cas communautaires, essayer de faire un microcerclage. Quand on dit, mais ça c'est l'approche qu'on a utilisée même dans le cadre de voilà. Quand on parle de microcerclage, ça veut dire qu'il y a tout un dispositif qui est engagé avec les communautés de dialogue, avec les communautés et puis de responsabilisation des communautés. C'est ça qui te permet un peu d'engager davantage. On parle des guérisseurs traditionnels. Aujourd'hui, on ne les a pas pris en compte. Les guérisseurs traditionnels, chaque fois qu'on est malade, la première personne à laquelle on pense, c'est le guérisseur traditionnel. Donc le deuxième élément, c'est les éléments de médiateur, c'est-à-dire le rôle du marabout. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent aller à Touba, par exemple. Parce qu'ils pensent que... Mais ça, c'est la dimension forte
qui intervient. C'est ça, c'est la dimension foi qui intervient. Donc, de comment appréciez-vous cette dimension? Non, c'est important, ça fait partie des éléments de stratégie, je pense. Parce qu'à la fin, ce qui reste chez l'homme, c'est la foi. C'est la foi, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je dis encore une fois, on n'a pas senti une véritable implication des leaders religieux. C'est-à-dire, à part les déclarations... Pourquoi? Il y a un problème, je pense peut-être de sensibilisation. Comment les gens ont fait le plaidoyer en direction des leaders religieux? Parce que si tu viens voir les leaders religieux et que tu lui dises, bon, maintenant, on va arrêter les prières à la mosquée, donc sans expliquer au fond. Je pense qu'il y a une démarche pédagogique. Sans expliquer, dans le fond, les tenants et aboutissants. Exactement. Oui. Il y a une approche pédagogique, je pense, qui n'a pas été suffisamment utilisée. Parce qu'il y a en dehors des chefs religieux, vous avez également les communicateurs traditionnels. Quel doit être le rôle dans ce contexte? Est-ce que ces gens ont été suffisamment impliqués? Et sur le terrain, pas seulement théorique, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On a parlé des Badianougor. Aujourd'hui, les Badianougor, c'est des vecteurs même de, comment on appelle ça encore, c'est des vecteurs de distribution. On les utilise dans certains quartiers, on les utilise comme vecteurs de distribution. C'est des personnes qui vont distribuer le riz dans les maisons en récupérant les cartes d'identité. Donc, vous voyez un peu cette situation de méli-mollo qui fait que par moment, on se perd dans une certaine mesure. Alors, les réflexes barrières, les mesures barrières, on en parle, mais jusqu'ici, on ne perçoit pas encore l'efficacité, cette adhésion, cette forte adhésion des populations à justement adopter ces mesures barrières. Pourquoi? Non, c'est pourquoi je disais, quand je parlais du niveau politique, du niveau opérationnel, il y avait un troisième niveau qui était important, c'était le niveau des communautés de base. Sans occulter les terroirs. Parce que souvent on parle des communautés, mais on occulte les terroirs. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut une approche spécifique. Pénétrer les communautés avec toutes les précautions de protection, une meilleure reconnaissance des normes sociales. Parce que ça, c'est extrêmement important. Si on ne connaît pas les normes sociales, disons, au niveau, qui sont dominantes au niveau de cette communauté, en transition, donc vous comprenez ce que ça peut avoir comme risque, même pour ceux qui sont censés faire partager l'information. Le quatrième niveau reste maintenant les liens. C'est-à-dire les liens sociaux. Les liens sociaux et les médias. Comment s'assurer qu'on ait une stratégie de communication sur le changement de comportement, le changement social, avec une approche multimédia et une approche traditionnelle. Parce qu'on utilise les médias traditionnels et on utilise également les médias sociaux. Comment s'assurer que, d'ailleurs, tout ce dispositif, je parlais de Tana, en Guinée, donc, où il y avait même une radio communautaire qui a été créée, une radio mobile communautaire qui a été sur place, donc créée pour parler en langue nationale et s'adresser aux populations. Le chef de village, l'imam du village, l'instituteur du village, eux tous, ils se mettaient ensemble pour essayer de partager les informations. Mais en dehors de ça, vous avez également les jeunes qui sont membres de la communauté qui diffusaient aussi les informations. C'est ça que nous devons faire au Sénégal. Mettre en place dans tous les quartiers des comités de veille et d'alerte communautaires pour que les jeunes au moins s'approprient. Il faut que les populations s'approprient de ces méthodes. Il ne s'agit pas de dire, voilà les méthodes barrières. Non, il faut expliquer et donner le rationnel qu'il y a derrière les méthodes barrières. Des questions, mais peu de temps. Mais alors, justement, des mesures ont été prises pour la reprise des activités, la reprise des classes annoncée pour le 2 juin concernant les classes d'examen. Va-t-on vers le déconfinement? Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas eu de confinement pour aller vers le déconfinement, mais au moins vers la reprise des activités. Beaucoup de pays ont annoncé le déconfinement. Justement, comment analysez-vous ces mesures qui sont prises avec le contexte d'évolution figurante des cas? Merci beaucoup. Moi, je pense que sur ces questions précisément, il faut quand même savoir raison garder. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on a un taux de létalité qui est à 0,8%. Donc, vous imaginez, on a 1115 cas. Je pense que même la décision de fermer les écoles était problématique en soi. Parce que moi, je me disais, si on avait mis en place un dispositif de protection et de barrage au niveau des établissements scolaires, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de fermer. Parce que, écoutez, c'est-à-dire sur le plan épidémiologique, il y a des éléments d'information qui sont extrêmement clairs. On dit, quand il y a des cas de Covid-19
40%, c'est des cas bénins. 40%. C'est-à-dire, ça veut dire 40% des 1115, c'est des cas bénins. Vous avez 40 autres pourcents qui sont des cas modérés. Vous avez 15% qui sont des cas graves. Et vous avez les 5% qui sont des cas critiques. Vous voyez. C'est-à-dire, si on essaie d'analyser, parce que comme on dit, tout part des données. Vous avez de fausses données, évidemment, ça va avoir un impact sur la manière dont tu vas développer tes plans. Donc c'est ça un peu la base qu'il faut essayer de changer complètement. Changer le cap, c'est-à-dire sur, disons, les pourcentages. Je disais, deuxièmement, que même par rapport au marché, on pouvait effectivement en profiter pour essayer de mieux organiser le marché. Mais je veux dire, essayer de voir comment on pourrait mettre en place un dispositif autour des marchés. Ça aussi, c'était des aspects importants en termes de proposition. Donc, si aujourd'hui, on est dans une phase, disons, d'assouplissement des mesures de restriction, ça veut dire qu'il faut également renforcer les dispositifs. Et encore une fois, les personnes les plus vulnérables, il faut pouvoir les protéger. On dit que la plupart des gens qui sont âgés de plus de 60 ans, c'est eux qui sont les personnes les plus vulnérables en termes de mortalité. Donc c'est ça que nous avons fait. Parce que tous ceux qui sont décédés jusqu'ici sont nés sont âgés de 50 à 83 ans même. Donc vous voyez un peu ça. Si on a un dispositif qui consiste à protéger ces groupes vulnérables, on parle de presque 650 000 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. On essaie. 650 000. Sur les 650 000, il y a 30% qui bénéficient d'un système de prévention, de protection sociale. Donc le reste, à part le plan Sésame, donc ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc voilà un peu, il faudrait qu'on puisse développer une approche très locale au cœur de la riposte. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire du couper-coller. C'est-à-dire voir ce que se fait en Occident, vous dites c'est ça que je vais devoir faire. Non. C'est pas ça l'approche. On a disons, des facteurs socio-culturels qui entrent en jeu pour permettre aux gens de comprendre mieux la dynamique. Dire aux gens, restez chez vous, sans leur donner les moyens de comprendre pourquoi ils doivent rester chez eux, je pense également que c'est le changement d'approche qu'il faut essayer d'envisager au niveau de la communication. Mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'il y a un paquet de mesures, je pense sur lesquelles nous devons surtout insister. Lesquelles? Il faut mettre en place des équipes communautaires de gestion des alertes et des rumeurs. Parce que les rumeurs, disons, sont en concurrence avec un peu les informations officielles. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut aussi identifier toutes les localités susceptibles d'habiliter des cas suspects de la maladie à virus à Covid-19. Donc l'autre aspect qui me semble être très important aussi, c'est la mise en place dans les localités à haut risque des unités mobiles de dépistage communautaire pour faciliter l'identification et la prise en charge sur les cas. Je veux dire, avant même qu'on ne ferme l'aéroport, s'il y avait un dispositif qui a été mis en place, parce que le thermoflashage ne nous permet pas d'identifier que la personne est effective, il faut une analyse sérologique pour savoir si cette personne est infectée ou pas. Donc tu ne peux pas te limiter à la caméra qui essaie de savoir ta température pour dire que cette personne est à risque ou pas. Non, il faut aller au-delà. Donc le dispositif qui devait être mis en place, malheureusement, ils ont mis ça en place tardivement, mais ça devait être mis en place automatiquement, c'est-à-dire quand ils ont fermé l'aéroport. Parce que si c'était fait avant, je pense qu'on allait pouvoir récupérer toutes ces personnes pour les passer en quarantaine sur 14 jours. Mais malheureusement, ça a été un truc à retard à l'animal de ce point de vue-là. Identifier les cas suspects dans les ménages et sensibiliser sur l'importance de la notification de tous les cas de la maladie en vue de permettre la détection des maladies. Au jour d'aujourd'hui, les hôpitaux et les centres de santé ont été complètement désertés. Les gens ne vont plus à l'hôpital, ils ne vont plus dans les centres de santé. Ça, il faut que les gens essaient de comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'humaniser un peu l'identification des contacts? Quand je dis l'identification des contacts, cela veut dire qu'on vous demande, vous, d'appeler un numéro, vous faites un entretien avec la personne, automatiquement on dit, on va venir, vous venez avec une ambulance, avec une équipe, mais ça imprègne et ça stigmatise la maison. On prend le cas de la Médina, ce qui s'est passé à la Médina. La famille qui a été un peu mise en quarantaine. Cette famille
Et les gens sont venus les prendre. C'était un lieu de regroupement de tous les enfants et toutes les familles de la Médina pour l'alimentation, pour la restauration. Donc, ils viennent, ils peignent, et puis ils laissent la maison telle qu'elle, c'est-à-dire personne ne garde la maison. Je veux dire, il n'y a pas de dispositif pour au moins humaniser l'approche que nous sommes en train de faire à ce niveau. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de revoir. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire les interventions à partir de 21h, 22h? En ce moment, on est en phase d'état d'urgence, donc les gens sont déjà dans les maisons. Ou même laisser isoler les gens chez eux. Laisser isoler les gens chez eux. Ça, c'est des approches qu'il faut peut-être envisager. Exactement. Passe, oui. Vous voyez le nombre d'hôtels qui ont été mobilisés pour pouvoir, disons, mettre en quarantaine des personnes. Les conditions dans lesquelles les gens sont aussi gérés. Tout ça là, ça crée une forme de traumatisme que les gens ne peuvent pas assumer comme ça. Donc je pense que ça, c'est des aspects, c'est des précautions que nous devons prendre pour rendre beaucoup plus humain l'approche. Ce n'est pas la stigmatisation, mais essayer de rendre ça beaucoup plus humain et permettre aux gens de pouvoir un peu... Maintenant, l'autre aspect, je pense que je voulais aussi partager, c'est de mettre en place des réseaux de notification des contacts. En Guinée, on avait une approche qui était singulière, qui s'appelait Rapid Pro. Rapid Pro, c'est un mécanisme de reportage à travers des SMS. Donc, à travers les messages, si vous avez des comités, disons, de veille et d'alerte, donc ces comités, maintenant, vous donnent les informations au jour le jour, sur la base des cas qui ont pu être identifiés, mais il faut que le dispositif de dépistage soit sur place. Donc, c'est un peu ça les péripéties dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et si vous me permettez, c'est le mot de la fin. Je pense que aujourd'hui, il y a une forte tendance à accuser les populations de manquer de sens de responsabilité quand toute la communication se développe. C'était justement la question de la perspective. Est-ce que vous entrevoyez un changement de nos comportements, habitudes et surtout de notre manière de vivre, de faire et de veiller sur notre hygiène de vie? Merci, je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à une forte tendance à accuser les populations de manquer de sens de responsabilité. Quand toute la communication développe du haut vers le bas, c'est-à-dire on a une communication un peu de type unilatéral, où les informations quittent le haut, très techniciennes, très difficiles à comprendre, et on s'adresser aux communautés. Ce n'est pas de cette manière qu'on devrait également faire une campagne de communication pour le changement de comportement. Je pense que cette pandémie va susciter un peu d'autres démarches au niveau de nos sociétés. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, la cure de socialisation que nous sommes en train de vivre, il faut espérer que les gens vont pouvoir tirer toutes les conclusions et tirer les leçons pour pouvoir adopter d'autres démarches. Maintenant, la culture, comme on dit, c'est très difficile parce que c'est un processus, le changement de comportement, c'est un processus très long. C'est-à-dire comment s'assurer que véritablement les gens, on peut installer une culture de la prévention au niveau même des communautés. C'est la culture de la prévention. Ça veut dire qu'il faudrait que l'eau soit accessible, il faut que toutes les conditions d'hygiène puissent être mises en place. Nous, on se rappelle, quand on était jeune, avant de plonger ta main dans le bol de la famille, tu passais par, disons, tu te nettoies les mains avant même de plonger ta main dans le bol. Donc, c'est des réflexes, je veux dire, culturels qu'on pourrait envisager. Maintenant, je disais souvent que l'hygiène qui a été plus ou moins amenée ici par la culture islamo-wolof, c'est l'islam qui a introduit l'hygiène dans nos sociétés. C'est-à-dire comment s'assurer aussi sur l'islam tel qu'il est développé aussi et sur le christianisme, parce que le christianisme, ils ont également le mécanisme d'influence et d'adoption de nouveaux comportements. Donc comment s'assurer que tous ces vecteurs-là de communication peuvent être activés en temps réel et vraiment mettre en place une dynamique de changement de comportement durable. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, le changement de comportement durable, c'est-à-dire avoir des comportements économiquement rentables, mais qui soient également socialement acceptables d'un point de vue de l'hygiène et d'un point de vue culturel. Donc il y a ce dilemme-là, la santé, le droit à la santé et le droit à la vie. Et je vais conclure, comme le dirait André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.
disait André Malraux, dans la condition humaine. Ça a été un plaisir, encore une fois, de vous inviter à l'émission Objection. Certainement, c'est loin d'être fini, cette problématique sur la gestion, l'organisation de la riposte face à l'évolution de cette pandémie. Nous aurons certainement d'autres occasions. Merci. Je vous remercie à nos auditeurs qu'il était notre invité à Dapuy, expert en coordination humanitaire. Merci. Merci Baïmoir. Je voulais vraiment vous remercier pour cette occasion que vous m'avez donnée. Et je voudrais aussi saisir cette opportunité pour féliciter et vraiment encourager le personnel médical qui est un peu le personnel qui est le personnel de front. Merci beaucoup. La courbe d'évolution. Merci, Mesdames, Messieurs Sanetou. Place à Mordofay et son invité Sambassi, le ministre Sambassi, en même temps leader du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PIT. Excellente suite sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.